travaillerai jamais contre un médecin qui nous a pu déchirer, là. Faux document, faux certificat de naissance. Mais il fallait un avocat véreux là, pour que ça passe. Les signes Apgar, dans mon dossier, c'est écrit 9, 10. Puis le deuxième bébé, 8, 9. Ça, c'est vraiment pris à la naissance. Fait que le bébé, il est bien vivant, là. Quoi qui s'est passé? Moi, je lui ai envoyé une lettre. J'ai dit, je vais essayer d'ouvrir le cœur un peu, là, des enfants, des petits-enfants. J'ai écrit une lettre que j'étais une maman qui cherchait son enfant, puis j'étais certaine d'avoir eu 2 enfants, que lui m'avait dit qu'il me suivait pour des jumeaux. Je lui demandais d'ouvrir son cœur. Ça avait été un de ses enfants à lui. Qu'est-ce qu'il aurait fait dans mon cas? Comment il aurait pu trouver son enfant? Comment sa femme aurait réagi? Puis lui? J'ai essayé d'apprendre par les sentiments le plus que j'ai pu. Il m'a réécrit comme quoi j'avais un enfant, une fille, c'est tout. Elle a peut-être 4-5 lignes. Cœur bien dur. Si cette famille-là dit haut et fort, écoutez-nous, puis qu'il n'y a personne qui les écoute, évidemment, ils vont s'isoler un peu puis se dire, on ne peut pas compter sur les autres. Alors que qu'est-ce qu'on suggère aujourd'hui aux familles, c'est entourez-vous. Puis on dit justement à l'entourage, prenez le temps de les écouter, de les soutenir, de les accompagner. Ils ne sont pas là pour des conseils, ils ont de la peine. Là, justement, on a comme un peu créé l'inverse pour ces familles-là, c'est-à-dire, on ne veut pas vous voir, on ne veut pas vous entendre, isolez-vous, puis restez avec ça. J'en ai souvent parlé aux infirmières. Non, elle ne parlait pas, t'en as eu rien qu'une. On n'a pas d'attestation, rien de ça, là, comme quand t'en as eu 2. Le docteur a dit que t'en as eu rien qu'un. C'est la police qu'on aurait dû faire venir. Mais sur le coup, tu y penses pas, mais après non plus. Moi, j'étais pleine de douleur. Tu sais, j'ai pas pensé à la police. J'ai dit à Robert, appelle la police. Finalement, il l'a pas appelé. Fait que qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est la réalité, là. Peut-être ça aurait été mieux. Le bébé était là. On était toutes là. On savait, moi, Robert, on savait qu'on avait des jumeaux. Pourtant, je me laisse pas faire non plus, tu sais. Je me laisse pas faire, mais là, cette journée-là, j'étais dedans. Là, ça, je comprends pourquoi il n'a pas voulu raciste. Elle a dû dire, non, ma femme n'accouchera pas ici, tu sais. Mais les autres étaient préparés. Ils étaient préparés. À la base, c'était facile. Il m'a pas aidé pantoute là-dedans, lui. Je sais pas si c'est senti comme s'il était coupable là-dedans. Il était un peu quand même. Tu sais, mais lui, il dit, j'étais jeune. Enfin, la police aurait fallu la faire venir, puis il aurait fallu qu'il suive le bébé aussi. C'est mon opinion en tant que maman. Je lui avais dit, suis les bébés. T'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Tu sais, tu l'as pas fait, tu sais. Je la comprends par bout, tu sais. Tu sais, la police serait-tu venue? Peut-être que oui, tu sais. Peut-être qu'ils disent, écoute, on a 2 enfants, puis on n'est qu'un. Puis on a toujours dit qu'il y en avait 2. Il y a une partie de vous qui en veut à Robert? Un peu. Oui. Parce qu'il était là, lui. Moi, je dormais. Je lui ai dit, prends soin des bébés mieux que ça. Il n'est jamais là, je ne sais pas pourquoi. Et là, je voyais dans la salle d'accouchement, là, il ne fallait pas que je sois là. Non, il ne fallait pas que je sois là. Je me sentais seule de me battre. C'est beaucoup d'émotions. Normalement, quand on attend un petit bébé, on l'anticipe, on l'imagine, on s'imagine retourner à la maison avec le petit bébé. Il y a beaucoup de questions. Il peut y avoir de la colère, de la tristesse, du découragement. Des fois, il peut y avoir justement aussi une dépression ou une montée d'anxiété. C'est tout ça que les parents peuvent être exposés. En
1968, disons, est-ce que c'est possible qu'une femme accouche, qu'il y ait des complications et qu'elle ait aucune réponse de la part de son médecin? Absolument. Absolument. À ce moment-là, il y avait un leitmotiv, c'était on dit le moins de choses possible. Et on a vu des médecins rien dire. Peur d'être poursuivi, même à l'époque, l'assurance disait dites-en le moins possible. S'il y a une poursuite, ben là, on verra qu'est-ce qu'on est capable de dire. Il y a quand même eu certains scandales dans les hôpitaux par rapport à des pratiques qui n'avaient pas de bon sens. Là, on ne voulait pas, évidemment, dans l'hôpital concerné, que ça se sache. Alors, on a carrément acheté les médias pour ne pas que l'information soit divulguée. Et puis, dans les hôpitaux, on a créé ce qu'on appelait des comités de propagande pour éviter que ce genre de problème-là arrive. Alors, on ne voulait pas que la population soit en alerte et fasse plus confiance aux médecins. On n'est pas à l'ère de la divulgation des erreurs médicales. Ça arrive vraiment à partir des années 2000 où on encourage les médecins à divulguer leurs erreurs. J'ai travaillé moi-même avec un comité qui a imposé depuis 2002 la divulgation des accidents pendant la pratique de la médecine. En 2002. Alors, avant ça, il n'y avait pas d'obligation légale pour le médecin de parler. Mais je ne suis pas sûre que c'est encore complètement appliqué. Tu sais, 1970, là, j'ai d'autres choses à faire, excusez-moi, je suis partie. Quand vous vous réveillez, vous êtes où? Dans la salle de réveil, en haut, au premier. Puis là, j'ai froid, je tremble, j'ai froid, j'ai faim. J'en ai pas, il me donne rien. L'infirmière, elle passe à côté de moi, je dis est-ce que je peux avoir quelque chose à manger ou à boire? Elle ne me regarde même pas. Il y avait d'autres femmes avant moi, puis quand j'ai accouché, moi, j'étais toute seule. J'ai pas eu aucun soin, là. Rien à manger. Puis quand ma mère est venue me voir, là, à 7h15, elle a perdu connaissance, là, quand elle m'a vu. Elle a dit c'était épouvantable. Je pensais que tu n'étais pas de mourir. C'était vraiment en piteux état. Dans l'historique, on disait que la dame avait dû accoucher en urgence. Moi, je vois pas de condition dans le dossier qui indique qu'elle aurait eu à avoir un accouchement de façon urgente. En lien avec le placenta prévia, il n'y a aucune mention de cette condition-là au dossier, qui est quand même une condition qui a son lot de complications potentielles qui sont assez importantes. Si la patiente avait eu un placenta prévia, j'ose croire que ça aurait été indiqué dans le dossier. Je ne pouvais pas me lever, j'étais faible, j'ai beaucoup saigné, j'ai eu 5 transfusions de sang, j'étais jaune, il y avait tous des points rouges sur le corps. Dans votre document, il y avait la note délirium tremens. Ça veut dire que je buvais beaucoup. Ça n'en sait pas plus, je ne sais même pas c'est quoi le délirium tremens. Ils veulent faire croire à la maman qu'elle a le c'est en lien avec, dans le fond, un dosage alcoolique. J'ai jamais bu de ma vie. Qu'est-ce que ça indique selon vous, ça? Que je suis une dévergondée, que je suis une fille qui n'est pas responsable. Je mets des enfants au monde pour ne pas m'en occuper. Je demandais des soins et ils ne m'en donnaient pas. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, les médecins rendus là, c'est ça le problème, c'est que ils écrivent ça dans une note, puis par la suite, tout ce que la patiente dit, ça fait partie de son délirium. Hein. Moi, je savais pas qu'il y avait mis ça au dossier. Les infirmières, ben là, c'est ça qu'ils se sont dit, bon, peut-être c'est une caisse de folle, de fond. On n'en prend pas soin. Mais c'était pas ça, la vraie vérité. Je me suis sentie, là, prisonnière du médecin. À mon accouchement, là, ça a changé du tout au tout. Ça a forcé mon cœur. J'ai passé ma vie à cause de ça. Parce que j'ai fait un empoisonnement de sang, j'ai failli mourir. Le placenta, le bout de placenta qui restait, il l'a enlevé 8 jours après. Quel médecin
On va laisser un placenta. Il sait que je peux m'empoisonner. Il sait que je peux faire des hémorragies. À partir de là, ça a été la folie, là. Ça l'a bien magané, son accouchement. On même pourrait dire qu'il a laissé sa santé. Il a joué avec ma vie. Oui, puis il a joué avec la vie de mes enfants. J'en paye encore les conséquences. Ce qui m'a paru le plus évident, c'est qu'il manquait le rapport d'anatomopathologie du placenta qui a été normalement expulsé à la suite de la sortie du bébé. Donc, ce rapport-là est manquant alors qu'on a la confirmation avec le sceau d'épuration, que l'épuration a été faite en 1999. Et donc, les lois s'appliquaient à ce moment-là. Les dossiers, ça peut facilement prendre beaucoup de volume et d'espace dans un établissement. Pour gagner de l'espace, on va épurer les dossiers. En résumé, ce que la loi nous dit, c'est qu'après 5 ans d'inactivité dans un dossier, on peut détruire tous les documents à l'exception de feuilles sommaires d'hospitalisation, des rapports opératoires et des rapports d'anatomopathologie. Est-ce que c'est une erreur lors de l'épuration? Possible. Mais il manque ce document-là qui aurait pu nous en dire un petit peu plus sur, entre autres, le placenta de Prévia qui avait été évoqué, mais aussi sur une potentielle grossesse gémellaire. On aurait pu avoir peut-être plus d'informations à partir de ce document-là. Si l'accouchement a été bien fait, avoir les 2 enfants, je suis certain qu'elle n'aurait pas réduit une femme malade. Alors, ça l'a trop affecté. On m'en parle souvent. Moi, j'ai vécu une période où j'ai eu accès à des documents dont plus personne n'a accès aujourd'hui. Pourquoi? C'est depuis des enquêtes, notamment des communautés religieuses, sur les attouchements sexuels sur les enfants, etc. Elles ont peur d'être poursuivies. Moi, je les ai tous lus. À l'époque, c'était plus ouvert. Mais les raisons sont vraiment des raisons de risque de poursuite, des raisons de risque judiciaire. D'où la difficulté de prouver éventuellement l'assertion de certaines mauvaises pratiques. Dans le fond, la pratique était variable selon les hôpitaux, mais dans les hôpitaux privés, les médecins faisaient ce qu'ils voulaient. Et c'est eux qui décidaient finalement s'il y avait lieu de réprimander ou non un praticien, un obstétricien ou un gynécologue. Il me disait, mais c'est impossible. Voyons, ça se peut pas. Mais je l'ai vu, les médecins crier après les femmes, puis les brasser fort, là. C'était pas très joli. C'était pas très joli. Plus largement, moi, ce que je trouve toujours frustrant en droit disciplinaire, c'est les sanctions qui sont imposées. Sont tout à fait ridicules en termes d'ampleur et en termes de portée. Quand on parle d'amende de quelques milliers de dollars, des fois pour des fautes qui peuvent être très graves. On voit souvent une amende avec un montant très bas ou une réprimande qui est équivalente essentiellement à une tape sur les doigts. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Lina Léguin. Je suis juge administrative à la Commission d'accès à l'information dans votre dossier. Le dossier, c'est Stéphanie Cyr et Lucille Chénier-Cyr contre le Centre universitaire de santé McGill. On a fait une demande d'accès à l'information parce qu'il nous manque des documents. On a dit on veut ce dossier-là, puis les constats des 2 jumeaux, des 2 bébés. Fait qu'on a fait une demande, on a passé une pré-audience, là. Ce qu'on appelle communément donc la loi sur l'accès à l'information, qui est la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels dans le secteur public. Donc essentiellement, c'est une loi qui encadre en fait la façon dont une personne peut avoir accès aux informations détenues par les organismes publics. Puis cette information-là, il peut s'agir soit de documents qui sont de nature publique. Et à ce moment-là, tant que les documents ne cadrent pas avec une des exceptions au niveau de la loi, normalement, ces documents-là doivent être accessibles. Vous avez fait une demande d'accès à l'information, vous avez demandé des documents. L'organisme a répondu ou pas répondu, mais on comprend à la demande de révision que ce n'est pas à votre satisfaction. Moi, je dois me prononcer sur ces documents-là. Notre litige ici, là, ça concerne
les constats de naissance de Stéphanie Cyr et des enfants de Lucille Chénier, nés le 29 août 1974. On a tout expliqué nos affaires, les documents, puis tout ça. Fait que c'est sûr qu'eux autres n'étaient pas là pour faire le jugement de la patente, mais pour prouver qu'il manque des documents. Ils disent qu'on a tout reçu. On n'a pas tout reçu. Fait que moi, j'avais beau dire que ce dossier-là, il existe en papier. Écoute, c'est écrit dans mon dossier tout. Mais finalement, on n'a pas eu. On n'a pas rien eu. Rien de plus. Le Collège des médecins, depuis la création des deux fédérations, il n'était plus le représentant syndical des médecins et des spécialistes. Son premier rôle, c'est la protection du public. Donc, qui dit protection du public, dit accès à l'information éventuellement. Mais là où ça pose problème, c'est quand des gens font une demande d'accès à l'information et qui touchent des dossiers médicaux. Or, des dossiers médicaux, c'est confidentiel. Ça peut être utilisé par des personnes malveillantes et provoquer des poursuites judiciaires. Donc, un médecin peut être poursuivi suite à une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension, parce que c'est pas facile de comprendre ce qui est écrit dans un dossier médical. Mais suite à une mauvaise compréhension, le médecin se retrouve avec une poursuite injustifiée, peut être accusé sur la voie publique, surtout aujourd'hui, avec les canaux d'information où il se dit à peu près n'importe quoi, tout et n'importe quoi. On dit, c'est un mauvais médecin, j'ai la preuve, j'ai vu un dossier médical où il a fait une mauvaise pratique, le patient est décédé à cause de lui, etc., ça pourrait partir. Donc. Alors, c'est sûr que l'Office des professions et avec toute une batterie d'avocats, on se sont réunis, ils se sont dit, il faut quand même limiter l'accès aux dossiers médicaux. Est-ce que vous voyez souvent des civils faire leur propre enquête, réunir des preuves, puis les amener en cours par eux-mêmes? Oui, notre système de justice présente des iniquités fondamentales au niveau de l'accessibilité à la justice. Et dans le contexte d'une action qui peut être entreprise après ça par des gens qui souhaitent obtenir une compensation pour une erreur médicale, par exemple, c'est toujours le plaignant qui va avoir le fardeau de preuves, de prouver essentiellement à la fois que le médecin à l'hôpital a commis une faute, que la personne a subi un dommage et que le dommage subi a de façon probable été causé par là où les fautes qui auront été prouvées, ce qu'on appelle communément la causalité. Donc faute, dommage, causalité, ces trois choses-là doivent être prouvées par les demandeurs, ce qui implique quand même des démarches importantes et des coûts importants pour monter un dossier, pour consulter des médecins experts et pour être en mesure après ça de présenter une cause qui va avoir des chances de succès. Je pense que c'est vraiment une victoire de David contre Goliath parce qu'il y a vraiment une disproportion de moyens entre ces gens-là d'un côté et la défense, que ce soit au niveau des médecins ou au niveau des hôpitaux, qui ont des ressources exponentiellement plus élevées. Là, ici, dans le dossier de ma mère, c'est marqué Babies 485928. Fait qu'il fait référence que le bébé à ma mère, il porte le numéro 485928 qui m'emmène dans mon dossier. Ouais. Là, j'arrive dans mon dossier. Il serait censé être écrit, là, c'est écrit Mothers 485928 qui fait référence à ma mère. Mais l'affaire, c'est qu'il ne fait pas référence à ma mère Lucille parce que son dossier, c'est 475262. Fait qu'il réfère à un autre maman. Puis mon dossier de naissance à l'hôpital général de Montréal. Sur le cover, ici, on marque Stéphanie Cyr, la date de naissance qu'ils ont inscrit là, c'est le 28 août 1974. Puis ma mère Lucille, elle accouche le 29 août 1974. Puis là, ici, comme on voit, il y a un collant qui c'est écrit « Attention, ne pas écrire sur le dossier, puis voir à l'intérieur. » Fait que l'archiviste qui ouvre le dossier, il faut qu'elle porte attention à ça. Dans mon cover de dossier de naissance, là, ça avait été collé un collant ici qui est rouge. Évidemment, c'est une photocopie en noir et blanc, mais ça a été, c'est rouge et noir. C'est un collant caution qui est écrit « Consultez le dossier avant de traiter le patient ». Là, c'est écrit « Double chart, number 485928 exists for this patient, has been deleted. Master index ». Ils ont écrit la date, là, le 27 février 2009. Ça, c'était la journée que j'avais été consulter mon dossier à l'hôpital général de Montréal. Ça a été posé après ma consultation. Fait que dans le fond, là, ce qu'il faut, là, pour résoudre toute cette énigme-là, il faut que ce dossier-là, Mother 485928, soit sorti des archives de l'hôpital général de Montréal. Et la réponse se trouve là-dedans. Pour nous, pour moi et mes parents, on va en avoir le cœur net. Il faut qu'ils sortent
Puis il existe, c'est pas un dossier qui fait une référence par rapport. Il est là, le dossier. Il dort dans les archives, puis il attend d'être sorti. Mais tu sais qu'il existe. Oui, oui, il existe. En papier, elle l'avait à côté d'elle dans le bureau, l'archiviste. Découvrir. Quelle histoire, je suis tombé de ma chaise en disant ça, c'est abracadabra. Vous dites, ma femme est arrivée à l'hôpital, elle était enceinte de jumeaux, on a fait les premiers examens en arrivant, il y avait 2 cœurs qui battaient, elle a accouché, on nous a donné un bébé après, et on a dit l'autre c'était une môle, donc c'était pas un vrai bébé. Alors que les médecins ont confirmé qu'il y avait des battements de cœur. Mais il me semble que pour des policiers, ça doit être relativement aisé de retrouver ceux qui travaillaient ce soir-là. Il y a eu la personne qui a accouché ma femme, le médecin qui est dans le dossier. Est-ce que c'était le même qui avait suivi votre femme tout au cours de sa... Oui, par Et lui, qu'est-ce qu'il a dit ça? Les policiers l'ont sûrement interrogé dans le B.A.B. de la J'ai pas eu d'informations là-dessus. J'imagine qu'ils l'ont interrogé, mais là, les enquêteurs, ils restent un petit peu... Ouais, ils disent pas trop. C'est plutôt un peu confidentiel. Oui, c'est ça. Là, fait que... Les hôpitaux Oui. et la police, c'est 2 intouchables dans notre société. Oui. On sent comment on fait face à ça. Étouffé. J'avais l'impression d'être comme si on me pesait sur la tête depuis toutes ces années-là. Là, on essaie, croyez-nous, d'aller chercher de faire des enregistrements, des preuves. J'ai tellement peur que le monde dise capote ou vous êtes débile, vous vous trompez. Non, je te dis que c'est ça. Que faut que j'emmène, je mets le paquet, je me justifie tout le temps, il faut tout que j'explique parce que j'ai l'impression que des fois, peut-être le monde ne croit pas, ou le monde, on donne là. Mais moi, je vois ça gros, c'est pas une sacoche, ma mère, elle se fait voler, là, c'est un bébé, puis oui, c'est dur face à ces 2 institutions-là. Mon père, il revenait encore, il dit les battements de cœur, les signes vitaux, les positions des bébés. Il dit, monsieur C, vous revenez tout le temps avec la même affaire. Mais oui, mais Simonac, c'est là. Puis c'est des choses flagrantes, là. Commençait tranquillement. De ce qu'on a vu aller jusqu'à aujourd'hui à étouffer, puis aujourd'hui, c'est étouffé raide. Puis ça bouge pas. Il a classé l'enquête comme non fondée, avec tout ce qu'on y a emmené. 1 an, presque jour pour jour. Il a classé ça non fondé. Ça nous a tués. Demande-nous à cette heure de croire en justice ou en police. Il y en a des corrects, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est dur. Puis là, on est rendu comme 14 ans plus tard. On avait demandé à ce qu'il fasse sortir le dossier du Mother 48528, l'autre partie de mon dossier de naissance. Lui, j'ai pas eu de réponse de sa part. C'est le superviseur des enquêtes. Fait qu'avec toutes les preuves que j'avais envoyées, pour eux autres, c'est passé pour aller chercher un mandat. Puis il était supposé me rappeler, le superviseur des enquêtes, l'année passée. Puis vous allez être sûr, vous pouvez être sûr, Mme C, vous allez avoir de mes nouvelles, puis j'ai jamais eu de ces nouvelles-là. Qu'est-ce qu'on aurait pu trouver sur les dossiers sous clé, puis qu'est-ce que toi t'espérais trouver? La vérité. C'est ça qu'il faut sortir, puis c'est ça qui cache depuis le début. Moi, ça fait 18 ans que je suis dans la recherche, mais il n'y a rien qui a bougé. On est fatigué de tout ça. C'est tough, c'est de se battre, puis de se battre. Moi, j'en ai plus de vie, ça fait des années, je vis plus, je fais rien, je sors pas, je suis tout le temps là-dedans. C'est dur en tabarouette. Des soupers avec des amis, puis sortir, je fais plus ça. Je suis dans le sérieux, puis les papiers, les paperasses, les copies, tous les rendez-vous, toutes ces affaires-là, on s'est donné comme des débiles là-dedans. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. Puis pourtant, dans une enquête, le moindre petit détail, la moindre petite affaire, c'est une preuve, c'est un ci, c'est un ça, on a tout. Puis le monde se tait, mais quand je dis le monde, c'est étouffé. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai des affiches, j'ai mis ça sur mon véhicule, puis j'ai marqué « Victime d'un trafic de bébés enlevé à l'hôpital général de Montréal ». J'ai marqué tous les noms, je ne vais pas cacher de nom, rien. C'est lui qui a dit à ma femme qu'elle allait avoir des jumeaux, puis c'est lui qui l'a accouché. Puis j'ai appelé l'enquêteur pour lui dire que je me prenais avec ça, puis son nom est là. J'ai dit peut-être avec ces affiches-là, il va y avoir de quoi qui va se brosser. Je pense que les pères, c'est justement qu'on ne sait pas comment ils vivent les choses différemment parce qu'on leur demande pas assez. Qu'est-ce que j'entends par contre, c'est que souvent le père est vu comme c'est toi qui dois soutenir
maman, c'est toi qui es fort maintenant, vas-y. Puis il n'y a pas grand monde qui vont demander au papa, mais toi, comment tu vas là-dedans? Qu'est-ce que ça te fait de voir ta blonde, peut-être qu'il y a de la peine? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir perdu ce bébé-là? Plus on va être capable de le faire, puis plus on va être capable de les soutenir, puis leur offrir les services dont ils ont besoin, là. Je prenais au moins 4 ans avec ces affiches-là, puis l'hôpital et l'enquêteur sont au courant que je les accuse gravement. On a lutté jusqu'au bout, là, je veux dire, on a tout fait. Passer à Denis Lévesque, on fait de la publicité. Puis, fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je sais pas, tiens, fait que... Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que vous avez demandé, parce que je pense qu'il y a des empreintes de talons, des fois, qui se font pour pas qu'il y ait Oui, d'erreur, oui, ben c'est pour ça, à hein. l'hôpital, ben c'est ça, on a demandé l'empreinte du pied et de l'index ou du pouce de la mère, ils font ça pour pas qu'il y ait d'erreur. Ils veulent pas nous remettre ça. C'est pour ça qu'on a fait appel à un juge, la loi l'accès à l'information. On a eu une date, c'était cancellé, parce que l'avocat l'a cancellé parce qu'il venait de vacances. Là, on attend toujours. Bon, parce qu'il nous manque ce dossier-là. Parce que si l'hôpital n'a rien à cacher, il devrait dire, bien, on va vous remettre ça. Puis pour quelle raison que, à un moment donné, quand on a demandé l'attestation de naissance, l'archiviste a dit, la loi dit qu'on doit vous le remettre, mais on ne peut pas, vous êtes un cas spécial. Si on le met, on met l'hôpital dans la merde. Déduisant, qu'est-ce que vous voulez, mais... Alors, continuez. Merci beaucoup, M. Cyr. Merci, bonne chance. Moi, c'est pour ça que j'ai décroché. Je veux dire, des fois, Fanny a continué, mais tu sais, comme je dis à Lucie, là, laisse-la faire. Mais j'ai dit à Stéphanie, tu sais, brûle pas ta santé puis tout, là, tu sais, toujours là-dedans. Là. Peut-être qu'à un moment donné, il va arriver quelque chose qu'on aura là juste. Au moins, j'ai eu la satisfaction. Je me suis dit, ben, en tant que citoyen, j'ai tout fait ce qu'elle va faire. Tellement triste, mon petit homme, que je t'ai jamais vu. Chance que je t'ai eu, petit homme. Si je me sortais pas là, de là, j'ai couché longtemps dans ma chambre avec une couchette, avec 2 poupées, que je présentais à mes genoux. Une dizaine d'années, j'entends dans ma chambre. C'est ces bébés-là qui m'ont permis de continuer à vivre parce que si je n'avais pas d'attache, je ne peux pas rien. Puis eux, ils m'ont aidé. Ils avaient la petite jumelle, Nathalie. Puis l'autre, je ne l'avais pas, mon petit garçon. Quand je les prenais, mais d'une certaine façon, ça venait me consoler. Et je les serrais dans mes bras, puis je les replaçais dans la couchette. La nuit était là. On voit qu'un des éléments qui aide, c'est justement d'utiliser des symboles. Puis éventuellement, peut-être que cette approche-là plus physique se transforme un peu par un symbole qui est plus imagé. Hein. Je peux être en train d'être dans mon jardin puis avoir comme, je sais pas, moi, je regarde le ciel, ça me fait penser à mes bébés qui sont partis. Je peux avoir une pensée réconfortante. Donc oui, l'utilisation du symbole, ça peut être quelque chose qui aide les parents à passer au travers. Tu pars pour accoucher des jumeaux. T'es attends pendant 9 mois. Ils sont dans ton ventre, tu bouges, ils me donnent des médicaments parce que ça bouge trop, je peux pas dormir. Puis j'accouche dans une cave, puis c'est pas la salle d'accouchement. Puis je me réveille avec un bébé. Je sais pas, ça me réconfortait. Je les voyais ensemble, je les imaginais ensemble. À l'âge, peut-être de, je sais pas moi, 1 mois ou 2, là. Je les prenais, là, ça me réconfortait. Ça m'a aidé. Je sais pas où je serais aujourd'hui. C'est difficile. C'est peut-être ridicule, mais moi, ça m'a permis de vivre. Parce qu'autrement, je sais pas. Je serais là pour vous parler parce que j'avais trop de peine. C'était pas disable. J'y ai toujours pensé, puis je vais toujours y penser. Et c'est facile de monde dire, ben regarde, c'est pas vrai, t'as rêvé à ça, puis tout ça. Mais non, c'est vraiment une réalité. Même après 55 ans.
Ça sort pas de mon cœur, ça peut pas. Les gens ne peuvent pas comprendre. Si tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. Là, j'en avais passé pour une fois, je m'étais fait voir, hein. Mais je l'ai fait. Réellement fait. Ça m'apaisait. Notre douleur était toujours là. Et ça me donnait un soutien que je n'avais pas à l'extérieur. Ça devait être le plus beau jour de ma vie. Ça a été le plus désastreux de ma vie. C'est déchirant, c'est pas disable. C'est incroyable des choses comme ça. On pense pas que ça arrive au Québec. On confie nos vies, on confie la vie de nos enfants, puis ils nous les volent. C'est impensable, là. C'est impensable. Ce mystère-là doit être absolument insupportable parce que c'est des choses qui sont évidemment graves. Ça fait partie, je dirais, des conséquences du paternalisme dont elles ont été l'objet. Le médecin, l'accoucheur. Lui, j'avais déjà téléphoné sa secrétaire pour le rencontrer. J'ai dit à la secrétaire, j'aimerais ça me faire expliquer mon dossier. Il a accouché ma mère, puis il m'a mis au monde, fait que j'aurais quelques questions par rapport à ce dossier-là. J'ai laissé mon nom, tout ça, à 2 reprises, puis elle a dit non, il fait pas ça du tout, du tout. J'aurais été un petit peu plus loin dans mes questions quand je l'aurais rencontré, mais il n'a pas voulu. Ma mère, à un moment donné, a dit, Fanny, on va y aller à l'hôpital, parce qu'il pratiquait encore à l'hôpital. Fait qu'on monte à l'étage, parce qu'il y avait son bureau d'obstétrique, puis ma mère a dit, faut que je la voie. Fait que là, c'était dans la salle d'attente, moi aussi. Là, à un moment donné, on le voit sortir. Fait que là, ma mère, elle a vu, puis elle a dit, c'est correct. Tu sais, ça comme, je sais pas si ça l'a apaisé ou quoi. Puis moi, je me suis levée, puis j'étais allée à côté de son bureau, puis j'ai resté debout. Les yeux d'une personne, c'est l'âme d'une personne. Fait que je voulais la regarder, ben comme du monde dans les yeux. Toi, tu me connais peut-être pas, moi, je te connais. Puis, tu sais, j'avais besoin, je sais pas pourquoi, pas un affront, sans rien dire. Juste me planter devant, puis à un moment donné, il me regardait en me disant, qu'est-ce que tu fais là, puis un bon bout. Après ça, il s'est tassé, puis s'est en allé. Je viens, on s'en va. Je sais pas, ça a comme fait du bien en même temps. On n'a rien dit, on n'a rien fait, sauf que ça a fait du bien de juste aller le revoir, puis tout, surtout pour maman après toutes ces années-là. Imaginez les parents, la maman, là, qui attendait 2 jumeaux, puis que finalement se retrouve avec un seul enfant. Elle doit vivre et le deuil et la joie d'accueillir un enfant. C'est 2 sentiments qui sont complètement opposés, là. Puis le bébé va le sentir, ça. Est-ce que c'est plus de la tristesse ou de la colère que vous ressentez? Les deux. Oui, les deux. Mais je me dis, un jour, les personnes qui ont mal agi, ceux qui ont fait ça, ils vont payer. Ils vont payer pour. Ils vont perdre la face. Ah, ça, c'est sûr. Moi, je n'irais pas lui faire du mal. On ne se venge pas. Mais ils vont payer pour. Puis je sais que ça va se régler. C'est rien qu'une question de temps. Puis je souhaite pour qu'on retrouve nos enfants, puis qu'aussi qu'il y ait bien des mamans qui se disent non, je ne laisserai pas faire ça, je vais lutter. Et mes papiers d'hôpital, j'ai le droit de les recevoir parce que maintenant, on a le droit. Puis qu'il fouille, puis sûrement qu'il y en a bien des mamans qui vont retrouver leur enfant. Oui. C'est certain que c'est inacceptable. Je comprends que ces femmes-là en soient encore marquées. Des femmes ont été marquées de différents événements en lien avec leurs accouchements pour des choses bien moins graves que celles-là. Simplement d'avoir été brusquées durant l'accouchement, parce qu'on leur a un peu mal parlé, parce qu'on n'a pas accepté d'avoir le mari, par exemple, en salle d'accouchement. Ça a pu marquer profondément des femmes. Alors, c'est certain que pour des choses telles que celle-là, avoir une telle incertitude, c'est très grave. J'avais confiance beaucoup. Je ne mets pas toutes dans le même paquet. T'en as des corrompus, mais t'en as des bons aussi, là, quelque part, là. Mais dans notre cas, mettons, si on peut dire ça comme ça, on n'a pas été très, très chanceux, là. Mais je trouve ça dégueulasse parce que ça nous spinne dans la tête. Fait que ce dossier-là, ça prend vraiment, il faut qu'on trouve un juge, absolument. Un juge qui va être sensibilisé à ça, puis que ça va peut-être le choquer de voir comment cet hôpital agit avec nous autres, puis de cacher encore des documents. C'est dur de rester zen, puis
Ça, j'ai pas le goût. J'ai pas le cœur à la fête. Je me suis jamais mis en couple. J'ai été plongée là-dedans. Je peux pas rien faire, je suis occupée, puis tu sais, j'avais pas le cœur à ça. Je vivais pas ça. Ma mère a dit, vis donc un peu. Je suis pas capable, man. Je suis pas capable tant que ça sera pas réglé. Il faut que ça se règle après ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le même système de toujours faire attention à leur bébé, puis toujours s'informer du médecin. Parce que c'est bien important. On donne notre confiance à des gens qu'on ne connaît pas. On met notre vie entre leurs mains qu'on ne connaît pas. Ce réseau-là fonctionnerait probablement pas aujourd'hui, mais je peux te dire que quand moi j'ai eu mes enfants, là, ils sont jamais sortis de ma chambre. Puis s'ils sortaient de ma chambre, soit que j'y allais ou mon mari y allait. Je les ai jamais laissés 3 secondes sans surveillance. Là. C'est parce que t'es pas sans y penser quand t'accouches que ton bébé pourrait disparaître. Ça m'a habité tout le temps que j'étais à l'hôpital avec mes enfants. Je les avais très, très proches. Dans ma vie, je travaillais tout le temps de job. Je travaillais fort. Puis malgré ça, j'arrivais chez nous le soir, puis ah ouais, je partais, puis dans les recherches, puis j'étais plongée là-dedans, solide. Fait que c'est ça, j'ai fait ça pendant peut-être 17 ans à peu près. Là, je vois à un moment donné, il y a une feuille dans la pédiatrie où c'est que c'est écrit le nom de famille Doyle, qui est biffé, qui est barré, remplacé par cire. C'est bébé Doyle, j'ai dit, c'est la jumelle. Fait que là, je rentre dans l'entrée, je cours, rentre dans la maison, je dis, check rapidement. J'ai dit, check, c'est écrit Doyle dans le dossier. Je repars, j'ai un gros chair de poule. Je dis, c'est la jumelle. Puis là, je continue à feuilleter, à jouer une feuille, c'est écrit, normalement, la mère va avoir un consentement qu'ils vont faire signer s'il arrive quoi que ce soit. Ben là, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a un consentement de l'hôpital de Montréal pour enfants. Ma mère a dit, jamais elle est là, c'est quoi? Ben, dis toi non plus, t'es ma fille, tout ça. C'est un consentement aux soins ou aux interventions chirurgicales s'il y a lieu. Donc, tout usager qui est admis dans un centre hospitalier, généralement, doit signer un consentement aux soins. Donc, c'est ce qui a été fait. Ce qui est étrange dans ce consentement-là, c'est que la dame, elle a accouché à l'hôpital général de Montréal et le formulaire de consentement est celui du Montreal Children's Hospital, qui est l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc, pourquoi est-ce que c'est un formulaire d'un autre centre hospitalier qui est utilisé? La question reste entière. Ces hôpitaux-là n'étaient pas liés en 1974? Non, ils fonctionnaient de façon individuelle. Je regarde puis je vois le numéro d'ambulance, il y a un transport ambulancier. J'ai dit, non, un transport ambulancier, si t'as jamais été là, ben j'ai dit, ça doit être la jumelle qui ont transféré là. Maman, elle n'en revenait pas. Ça sonnait autant que quand ils ont dit que c'était le molle, qu'il n'y a pas d'autres bébés, puis ça a été tard. Elle dit, c'était comme s'il y avait des coups de cymbales qui venaient de me taper dans la tête, là. Ben là, elle commençait tranquillement à réaliser que, gamin, la molle, oublie ça, là. Tu sais, il n'y a pas de molle là-dedans pantoute, là. Puis là, justement, tranquillement, je commençais à me dire, ben, OK, fait que c'est ça que le vide ou là, quelque chose, puis là, j'ai dit, peut-être qu'un jour, on va retrouver, puis en tout cas, là, j'ai commencé à faire des recherches sous le nom de Doyle. J'étais allée à l'hôpital général, j'ai demandé à l'archiviste qui est en charge de tous nos dossiers. J'ai dit, c'est quoi ça le nom de Doyle, tu sais? Ah, c'est le nom d'un médecin. Ben, je pense pas, moi. Fait que là, elle dit, attends, je vais regarder dans le système, voir si j'aurais pas un autre bébé sous le nom de ta mère, tu sais. Fait que là, elle pitonne. Elle dit, la seule naissance sous le nom de Doyle, ben, elle dit, elle n'a pas la même date que toi. Nous au monde le 28 août 74. Quand elle m'a dit ça, le 28 août, là, j'ai eu la chair de poule, parce que dans mon dossier, plusieurs endroits où il parlait du 28 août, ben, j'ai dit, c'est ça, Doyle, le 28 août, c'était. Puis là, j'ai dit, c'est quoi son numéro de dossier? Ben, elle dit, regarde pas l'écran, je suis pas supposée de te le dire. Fait que quand elle m'a dit ça, elle était de dos, j'ai pris son note dans ma main, vite, avec un crayon, je dis, ouais, je vais faire des recherches là-dessus. J'arrive à la maison, puis là, je téléphonais à l'hôpital. Je voulais savoir à quelle adresse que je restais quand je suis venue au monde, puis tout ça. J'ai mon numéro de dossier, puis j'ai pris cette adresse-là. Puis j'ai fait une recherche, ils appellent ça avec des numéros de cadastre. Tu peux savoir les propriétés, t'es vendu à qui, puis à quoi, puis tout. Puis là, je regarde l'acte de vente à M. Doyle. Ils ont vendu à telle personne, puis ils ont quitté le Québec. Ça m'a donné une bonne indice. Je cherche pas au Québec, c'était son parti. Ils ont quitté le Québec. Fait que finalement, je réussis à retracer son frère.
Il m'a donné le numéro de téléphone. J'appelle. Tranquillement, j'ai emmené ça, tu sais. Puis que finalement, je cherchais, tu sais, ma jumelle, puis tout. Fait que, il a parlé un bon bout de temps, puis même sa femme a demandé à pogner le téléphone à l'autre bout, puis j'ai dit, j'ai le nom de Doyle dans mon dossier, puis là, je donne l'adresse où ce qui restait. Fait qu'il dit, non, il dit, notre fille est au monde le 28 août. Mais là, j'étais tellement sonnée, là. C'est plus lui qui aurait adopté la jumelle. Mais il était ému, le monsieur, quand j'ai dit que j'étais jumelle, puis je cherchais la jumelle, et maman avait 2 bébés. Puis là, j'ai dit, puis le bébé est disparu. Quand j'ai dit ça, ben là, il fait, oh my goodness. Aujourd'hui, je réalise qu'il devait se rendre compte que le bébé qui ont refilé, là, c'est un bébé enlevé, là, c'est pas un bébé donné volontairement. Après que j'ai parlé avec eux autres, moi, j'ai checké sur Facebook, j'ai trouvé sa fille. J'ai envoyé un message à elle, puis j'ai commencé tranquillement. Elle dit, oui, elle dit, mes parents m'ont parlé de toi, puis tout. J'étais allée voir ses photos. Oui, tu voulais voir s'il y avait une ressemblance, c'est bien sûr. J'ai pris une de ses photos. J'ai sorti ça, j'ai pris la mienne aussi. J'ai juste coupé la photo comme ça. Je les ai collées côte à côte. Peut-être qu'ils veulent aussi oublier ce bout-là. En tout cas, j'ai dit, moi, j'ai parlé avec votre fille, puis à 2 reprises, je lui ai offert de passer un test d'ADN, tu sais. Hey, c'est là que non, ça passe pas, ça. J'ai rien caché, si tu peux m'appeler, appelle-moi, tout ça. Mais je fais attention aussi, je veux pas être trop intrusive à quelque part, mais elle comprend, elle dit, si je serais dans tes petits souliers, j'aimerais bien savoir. Pour l'instant, on est rendu là. Et si elle rencontre une sœur jumelle, j'imagine que vous voudriez la rencontrer aussi? Absolument. Absolument. Mais je veux pas non plus l'enlever à sa mère qui l'a élevé. Parce que, premièrement, la madame, si elle a adopté la jumelle, elle sait pas qu'elle est jumelle. Tu sais, elle sait pas. Elle a donné ce qu'elle pouvait. Si elle était bonne avec elle, puis tout ça, mais au contraire, je vais remercier le bon Dieu pour qu'elle ait tombé dans une bonne famille. Je ne vais pas y en faire de problème à cette madame-là. Elle voulait un enfant. C'est normal, on veut en adopter un enfant. Mais c'est pas eux, c'est à l'hôpital que ça s'est passé. C'est eux qui sont à blâmer, c'est eux qui vont payer pour. Voyez-vous, après 55 ans, c'est aussi difficile. Elle est venue aux urgences de le voir. Même, je ne sais que je ne suis pas sa mère, que c'est pas moi qui l'ai élevée. Mais j'aimerais le voir, tout ce qu'il fait dans la vie, c'est les enfants, s'il va bien. C'est juste ça que je veux savoir, que j'aimerais rencontrer pour l'avoir au moins une fois. Ça me ferait du bien. Ou quelqu'un parle, que moi je puisse, à un moment donné, partir tranquille. Peut-être, tu sais, il peut rester dans le bout, il peut être à Saint-Lambert, il peut être n'importe où, tu sais. Il faut que le monde nous croie, là. On n'est pas ici pour dire des mensonges, là. On attend. On attend pour notre fils, tu sais. Il y a des parents peut-être qui ne veulent pas, peut-être qu'ils ne savent pas. Non, ça ne serait pas menaçant à l'âge qu'il a là. Il a 55 ans. Fait que, tu sais, il est libre de ses choix, là, lui-ci, là. Tu sais, s'il voudrait nous voir au moins une fois, puis après, dès qu'on se connaît, c'est fini là, même si je ne le verrai plus jamais après, au moins je mettrais un visage. C'est mon but. Mais après 55 ans, là, c'est difficile. Là. Chaque année, tu sais, les personnes qui étaient à l'hôpital, il y en a beaucoup de décédés, il y en a beaucoup qui ne sont plus là. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. C'est un mystère. Là, c'est ma dernière chance. J'espère que ça va donner quelque chose. Je vis pour le voir. S'il y en a qui se doutent de quelque chose, nous autres, hein, ça fait plusieurs années qu'on attend. On fait plusieurs années. Surtout Ginette. On en parle souvent. On a trop confiance. On a trop confiance.